Dans quelle Europe pensez-vous vivre? Voilà la question que je voudrais voir avec vous. Je vous invite de réfléchir ensemble. D'entrée de jeu, je vous livre cette question. Et en fait, c'est la première fois dans ma vie que je propose de débattre ensemble cette question-là, précisément avec vous, vous allez vivre dans l'Europe qui commence devant nos yeux, très différent par rapport à l'Europe précédente, peut-être. Et ça m'intéresse de savoir comment vous imaginez cette diversité de l'Europe. Déjà, vous parlez plusieurs langues, n'est-ce pas? Donc, vous avez l'expérience de pratiquer plus d'une langue. Déjà, cette expérience nous dit que nous sommes en Europe. Ce n'est pas tout à fait le cas lorsqu'on enseigne dans d'autres continents, quand on visite d'autres continents. Et puis, évidemment, vous habitez l'Europe occidentale. Vous avez attendu peut-être qu'il existe aussi une Europe centrale. Et puis, encore plus loin, certains pensent qu'il existe l'Europe orientale. Donc, au minimum 3. D'ailleurs, intéressant, pourquoi on n'a pas envisagé le 4e cas de figure, parce que... Donc, la question que je propose d'envisager ensemble, est-ce que nous pouvons risquer de jouer l'histoire contre la géographie et de ne pas être arrêté par la surface? Permettez-moi d'aller au-delà des questions superficielles et de penser l'Europe dans l'histoire. Et à ce moment-là, ce n'est pas Est-Ouest qui sera notre axe au début, mais vous imaginez bien que après 1945, on a eu, pour ainsi dire, la première Europe. Et puis, après la guerre froide, après le chute du mur de Berlin, on a eu la seconde Europe. Et c'est d'ailleurs, si je comprends bien, c'est dans cette seconde Europe, plus ou moins, que vous êtes né, que vous êtes grandi, que vous avez commencé à apprendre la philosophie. Philosophie pratique aussi, pas seulement des leçons de philosophie. Et la question qui est devant nous aujourd'hui, est-ce que nous assistons à une 3e Europe aujourd'hui, surtout à partir de cette année 2022? Et quelle Europe envisageable, envisagée, pensée? Je mets l'accent sur le mot « penser », vous. C'est-à-dire dans quelle Europe pensez-vous vivre? Pas seulement habiter, mais vivre pleinement, joyeusement, librement. Voilà la question. Ça m'intéresse aussi de dialoguer avec vous. J'espère qu'on aura un véritable échange. C'est une partie très importante d'interroger ensemble. Et pour commencer, je voulais voir avec vous une parabole du Moyen-Âge, certains associés avec la Divina Commedia de Dante. Donc, 2 hommes travaillent à porter des lourdes pierres sur le chantier d'une cathédrale. Nous ne sommes pas loin ici d'une cathédrale de l'Europe. Et donc, le premier homme estime que sa tâche est trop pénible et à la longue insupportable. Ça arrive, n'est-ce pas, de sentir que finalement, ça devient insupportable. Mais le second affirme que par son labeur, il participe à l'édification d'une cathédrale pour la cité. Et physiquement,
ils font le même travail, exactement, leur fonction, leur timing, exactement le même. Et ce qui distingue en profondeur leur action, c'est la vision que chacun a du sens de celle-ci. Donc, évidemment, la force et la ténacité du second lui permet évidemment d'avoir une action beaucoup plus importante à la longue. Il sait à quoi il participe. Et comprendre le sens de notre participation à la construction de l'avenir de l'Europe est une tâche, une aventure remarquable pour nous tous, pour nous autres, les Européennes. En ces temps de crise, il faut faire des choix radicaux. Il ne faut pas manquer cette chance qui s'offre à nous tous. Donc c'est peut-être très important parfois de lever la tête et de demander à quoi je participe. Pas seulement, bon, je porte des trucs, je fais des choses donc on est obligé de faire, mais en grand, à quoi ça nous mène? Où nous allons vivre en fait? À quoi nous participons bon gré, mal gré? Et qu'est-ce que nous pouvons faire librement dans ce chantier? Eh bien, évidemment, chacun, d'une certaine manière, pose la question « Où suis-je ? Où nous sommes ?» Par exemple, moi, avec vos professeurs, nous sommes nés dans cette première Europe, avant la seconde, avant la chute du mur de Berlin. Vous êtes nés dans la seconde Europe, après la fin de guerre froide, après cette division d'une même ville, imaginez-vous, Berlin, coupée en deux, sans pouvoir transgresser la frontière, sinon on tirait dessus. Et pas mal de jeunes ont été tués en essayant de transgresser cette frontière. D'ailleurs, la dernière personne, à mon avis, qui a été tuée, c'est en 1989, à quelques mois avant que le mur ait été abattu. Donc, on n'imaginait pas, quelques mois avant, que ça s'écroule. L'Union soviétique s'écroule, l'Empire soviétique, la division du monde communiste, capitaliste, tout ça passe au passé, devient anachronique. Et donc on continue à vivre dans un autre monde dans lequel vous êtes venus. Et Hannah Arendt disait que c'est très important d'expliquer que voilà, on dit bienvenue et on essaye d'expliquer dans quel monde habitons-nous. Eh bien, si nous sommes déjà entrés dans cette troisième Europe, je pense que nous sommes déjà là, entrés. En tout cas, moi, personnellement, je viens de cette troisième Europe, au sens historique du terme. Rassurez-vous, je ne suis pas Indiana Jones, qui porte une cravate à un moment, et il y a quelques jours avant, il était sous les bombes. Mais je crois que c'est bien de comprendre que, effectivement, le changement radical auquel nous assistons aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous trouble profondément. Beaucoup de gens ont peur. Mais c'est aussi une possibilité qui s'ouvre pour l'action des gens courageux, des gens intéressés. Et puis, je voudrais vous livrer une métaphore. Nous sommes là, pas loin du musée d'océanographie, n'est-ce pas? Des grands aquariums
Qui a visité les aquariums? Très bien. Est-ce que vous connaissez l'expérience très importante pour nous aujourd'hui, que si on dispose au milieu des aquariums à la maison, vous pouvez essayer, une vitre qui empêche les poissons se trouvant d'un côté de l'aquarium de passer de l'autre côté. Une fois les poissons sont habitués, ils sont habitués tellement que quand on retire la vitre, ils continuent de rester de leur côté de l'aquarium sans aller vers l'autre bout, alors qu'il n'y a plus d'obstacle qui les en empêche. Et même si l'aquarium n'est pas si grand qu'au musée océanographique, même si c'est domicile, ils restent dans leur coin sans savoir, sans risquer, sans oser aller vers diagonale. Eh bien, à mon avis, ils ont cette représentation mentale d'après laquelle l'autre moitié vit sa propre vie. C'est ailleurs, c'est pas nous. Alors qu'on est exactement dans le même aquarium, même tout petit. Une vie que nous pouvons observer, comme nous pouvons observer auparavant à travers la vitre, et donc, mais nous pensons que cette vie n'est pas la nôtre. Ce n'est pas notre espace de responsabilité. Eh bien, je dois vous dire que ce n'est pas que des poissons qui se comportent ainsi, même des gros poissons, les présidents de la République, peuvent se comporter comme les habitants des aquariums à côté de chez vous. Juste un autre exemple, j'ai évoqué que le mur de Berlin était coupé, disparu, rasé, devenu musée. Combien coûte le morceau de mur de Berlin? Grand musicien joué au moment de la destruction de cette barrière dans notre grand aquarium européen. Eh bien, pourquoi, par exemple, le président Mitterrand n'a pas voulu que l'Allemagne se réunifie et que l'Union soviétique se dissolve? On dit que les Occidentaux ont bien voulu, mais non. Le président de la France, le président de l'Amérique n'ont pas voulu la fin de l'Union soviétique. C'était gênant, ça dérangeait. Le président de l'Amérique est venu à Kiev pour dire « calmez-vous, de toute façon, c'est bien qu'on garde plus ou moins le même équilibre, etc. » Donc, l'indépendance d'Ukraine, par exemple, en 91, n'a pas du tout été envisagée par les chefs d'État européens. Donc, ça a bousculé, d'une certaine manière, les idées des habitants des grands aquariums européens. Aujourd'hui, il est parfaitement clair que la vitre est retirée, n'est-ce pas? Que nous habitons vraiment l'espace, que ce n'est pas seulement 3 heures d'avion entre la France et l'Ukraine, et que nous pouvons donc voir plus clair, de manière beaucoup plus réaliste, où nous sommes, et nous ne pouvons plus refuser notre responsabilité, notre sentiment que il s'agit de notre avenir, de votre avenir, de chacun de nous, d'une certaine manière, est engagé dans cette troisième Europe. Alors, je me demande quel rôle, par exemple, 44 millions Ukrainiens vont jouer dans cette troisième Europe. Est-ce que la position des gens de pays baltes, de la Pologne, des autres pays de l'Europe centrale va être pris beaucoup plus au sérieux par la France, par l'Allemagne, par votre pays, par l'Italie, par les pays, disons,
l'Europe occidentale. Il s'agit bien de comprendre que cette histoire est commune. Mais une partie de cette histoire liée avec le régime totalitaire allemand, régime nazi, était jugée. Donc, vous avez attendu peut-être du procès Nuremberg. Même s'il n'était pas complètement parfait, vous connaissez que, hélas, les procureurs de Staline ont participé aussi dans ce procès, ils jouaient leur rôle néfaste, mais malgré tout, finalement, certaines choses étaient dites, décidées, et ça a mis au clair un certain nombre de questions brûlantes, précisément pour les jeunes. Il y a, par exemple, un prix Nobel allemand, Günter Grass. Jeune Günter Grass, il a été dans Hitlerjugend jusqu'à période assez tard, je crois. Les gens, c'était pas public, les gens ne savaient pas. Je ne sais pas, est-ce qu'on savait au moment des prix Nobel pour le jeune. Mais ce qui est très important, que après, dans son texte très important autobiographique, Günter Grass raconte qu'il a attendu le chef de jeunesse hitlérien reconnaître au moment du Nuremberg qu'il a trompé le peuple lors du procès du Nuremberg, et c'est là qu'il a réussi à rejeter le régime nazi, et c'est là qu'il était libéré intérieurement de son engagement de lycéen. J'imagine il avait à peu près votre âge. Donc, si un tribunal peut se tenir, peut avoir lieu, il y a un impact, il y a un effet libérateur au-delà des gens impliqués directement, des gens jugés, des gens qui étaient parfaitement adultes pendant le Second Reich, mais je dirais que ça permet aux petits nazis, c'est comme ça que parlait Günter Grass, de se libérer, vraiment de retrouver leur élan vital, d'être libre, enfin libre. Et donc devenir grand écrivain. Peut-être on n'aura jamais connu cet écrivain si il n'était pas libre. Sinon, pas mal de gens pouvaient rester toute leur vie des collabos frustrés, solitaires, etc. Et la vie des collabos, après le désastre, c'est un silence très souvent très pénible. L'autre exemple, tiré déjà de cette seconde Europe, je connais très bien un dissident, Miroslav Marinovitch, qui habite à Lviv, jeune historien. Il était à Kiev, au parc Shevchenko, exactement le parc qui a été bombardé lundi dernier. Il a voulu apporter son fleur, petite fleur, au monument de Shevchenko devant l'université de Kiev. Donc les vitres sont sautées lundi dernier à cause des bombardements. Et donc, Marinovitch a porté cette fleur. Il était arrêté par le KGB. C'est début des années 70. Et puis, l'interrogatoire, KGB demande, jeune homme que vous êtes, pourquoi vous êtes là avec votre geste de révolte, pour ainsi dire, parce que c'était un geste contre, disons, les habitudes du régime soviétique. Heureusement, vous ne connaissez pas, mais c'était tout de même un régime plus ou moins totalitaire, donc qui détestait la jeunesse spontanée, les actions non conventionnelles. Et donc, on a dit, eh bien, jeune garçon, maintenant ça suffit. Si vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous.
choisissez, vous êtes avec nous ou contre. Et là, s'est produit un moment extraordinaire. Il leur a dit en face, pendant son interrogatoire, il a répondu face à face, en regardant les yeux dans les yeux, le chef du KGB très expérimenté, très malin. Il a dit « Je suis contre vous ». À vrai dire, quand j'ai interrogé Miroslav Marinovitch, je posais une question naïve. Vous pouvez jouer malin, vous pouvez ne pas dire la vérité. Pourquoi vous avez voulu dire directement à votre ennemi, hyper puissant, qui maîtrisait complètement tout le clavier de la capitale de Kiev, il était déjà carrément en prison. Pourquoi vous avez dit les yeux dans les yeux, je suis contre vous, alors que derrière, il n'avait rien, pas de réseau, pas de... Il dit, j'ai voulu passer le Rubicon. J'ai compris que c'est le moment crucial, je deviens libre. Si je dis vrai, je suis libre. Et je crois que, si vous voulez, dans un exemple tout à fait personnel, concret, c'est la réponse à votre question, qu'est-ce que c'est Maïdan? C'est l'événement où beaucoup de gens, pour le coup millions de gens, descendus dans les rues de Kiev pour dire « nous sommes libres ». Ça a été en 2014, 2013, décembre 2013, 1er décembre 2013, c'était dimanche, j'étais là avec ma femme, nos 3 enfants, nos amis. Eh bien, il y a des moments où il faut vraiment dire je suis là, je ne peux pas autrement. C'était le lendemain d'un événement où les jeunes, justement, qui allaient protester à la place d'indépendance à Kiev, Maïdan, c'est simplement la place d'indépendance, en plein centre de Kiev. Donc, ils sont venus pour protester contre le fait que c'était décidé que l'Ukraine signe l'association avec l'Union européenne. Le président en place n'a pas signé, trahi cette promesse, cette obligation. Les gens sont venus de protester. Quelqu'un a annoncé sur Facebook « Allez, on se retrouve, on prend du thé ». Eh bien, ils ont été matraqués, ils ont été battus violemment. Et le lendemain, millions de Kieviens étaient là. Je crois que c'est très important. Vous avez vu l'image. Donc le soir, c'était très beau d'ailleurs. Il y a une chanson, tout le monde a sorti son téléphone et donc dans la nuit, c'était millions de petites lumières qui indiquaient que nous sommes là. Et on n'est pas seulement là, on a décidé de rester là. C'est-à-dire, on a vraiment campé. On a mis les tentes, on a mis des barricades. Et premiers presque 2 mois, c'était totalement paisible, propre. Aucune vitre n'a été touchée, aucune voiture. Tout était absolument soigneusement préservé, gardé, etc. C'était en phase de conservatoire, beaucoup de musique, la scène, les gens chantaient, dansaient, priaient aussi. Et puis, après, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais ça est devenu beaucoup plus musclé, dramatique, aux barricades, etc. Et enfin, en février 2014, une centaine de personnes donnaient leur vie pour notre liberté. Et c'est absolument ineffaçable. C'est-à-dire, au centre de Kiev, il y a une rue où nous voyons les visages de chaque personne. Et depuis 8 ans, nous savons que notre liberté, notre capacité de parler librement, aujourd'hui même devant vous, je n'ai pas peur de vous dire, tout ce qui vous interrogez, on peut librement échanger, précisément parce que ces gens-là osaient être beaucoup plus libres que les autres. D'ailleurs, j'avoue que devant vous, pas du tout quelqu'un très courageux, vaillant, pas du tout. J'étais là, surtout au départ, parce que mon fils était là.
parce que mon fils aîné a passé une nuit là pour tenir une barricade avec les autres, d'ailleurs avec le maire actuel de Kiev, et côte à côte. Et j'ai compris que nous sommes impliqués, nous sommes engagés, nous sommes appelés d'être là. Et c'est comme ça que pour moi, très concrètement, pour ma famille, pour mes étudiants à l'université, c'est le point de départ de Troisième Europe pour nous. Pour chacun, peut-être, ça commence à un moment propice pour vous et moi. D'ailleurs, place des Maïdan, donc il y a une station de métro, et pour aller vers notre université où j'enseigne, Kiev Mohyla Academy, il y a juste 2 stations de métro, donc c'est 5 minutes. Et le choix crucial pour 3 millions kieviens était, quand je prends station du métro Place des Contrats où je travaille, eh bien, à la 2e station du métro Maïdan, est-ce que je monte ou est-ce que je continue et je vais ailleurs? C'est très simple. Nous sommes dans le métro, wagon du métro, quelqu'un sort, quelqu'un reste. Mais c'est très concret et ce n'est pas du cinéma. Je crois que cette expérience est très importante et finalement décisif pour 2 générations, des gens qui sont en train de construire, élaborer ce laboratoire de 3 Europes. Je crois que aussi c'est intéressant d'envisager quel est le modèle de l'homme, puisque vous êtes ici les philosophes, vous étudiez la philosophie. Alors, quel modèle anthropologique porte cette alternative-là que je viens d'évoquer? Par exemple, vous avez entendu peut-être que dans l'ex-Union soviétique, on a eu les académies des sciences, les champions des joueurs d'échecs, grandes écoles mathématiques, etc., etc. Donc, si vous voulez, c'était une sorte de Lumière, un modèle des Lumières à la soviétique, avec une idéologie qui veillait, surveillait et imposait chaque semaine. Par exemple, vous étudiez ici l'histoire du parti. Vous êtes libre. Je suis aussi pas du tout membre d'aucune partie. Je n'ai jamais été membre d'une partie. Mais là, donc, on mélangeait l'enseignement, les Lumières, avec l'introduction assez toxique, finalement, des idéologies soviétiques. Et l'autre modèle, derrière la scène, donc c'était, n'est-ce pas, la mise en scène, l'autre modèle était précisément le modèle de l'État policier, de l'État qui pouvait prendre un garçon, une fille, mettre au sous-sol et demander pourquoi tu apportes la fleur, pourquoi tu n'es pas comme les autres, pourquoi tu te comportes un peu de façon excentrique, voire dissident. Eh bien, ce modèle du KGB, c'est-à-dire de la police secrète, était pas du tout des Lumières, pas du tout d'Emmanuel Kant et compagnie. C'était au contraire un modèle totalement méprisant, c'est-à-dire une anthropologie complètement négative. Je dirais l'idée que l'être humain est totalement manipulable, qu'on peut tout faire. Et Hannah Arendt dit que c'est l'hypothèse terroriste de l'homme, c'est-à-dire que, voilà, masse de l'homme, on met les hommes en masse, et puis on fait tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut. Et je crois que ce qui est assez clair, qu'avec l'Union soviétique, cette façade des Lumières a été cassée, le système scolaire a vite dégradé, les universités, pas de question des libertés universitaires, les universités sont complètement asservies.
dans les régimes dictatoriaux actuels. Mais ce qui est pire, que ce qui reste et ce qui domine, c'est l'autre anthropologie méprisant, c'est-à-dire le mépris total pour l'homme, qu'on peut tout faire avec la violence, avec l'arbitraire, avec les instruments d'État. Et la vraie question aujourd'hui pour pas mal de gens, par exemple, vous avez vu les protestations en Biélorussie, lorsque les élections étaient complètement truquées, il y a plus d'1 an, et beaucoup de gens étaient matraqués, battus, etc. La vraie question, est-ce que pour certains nombres de gens, est plus facile de vivre en acceptant ce modèle de l'État policier pour ne pas avoir de problèmes, des épreuves, des risques à prendre, ou bien finalement c'est quand même la liberté qui est quand même constitue un défi absolument inévitable. Et je crois que c'est une vraie question, parce que parfois on peut avoir l'impression que pour un certain nombre de gens, la liberté n'est plus jugée nécessaire, ni la leur, ni celle des autres. Alors que j'ai l'expérience, et vous avez entendu peut-être parler, que depuis plusieurs siècles, les gens se battent pour notre liberté et la vôtre. Et c'est exactement le propos, l'idée qui anime aujourd'hui les Ukrainiens. Et c'est l'idée aussi qu'on veut quand même en pratique, très concrètement, de dire que tout le monde n'est pas achetable. Ce n'est pas seulement la violence ou la corruption, mais on ne peut pas acheter tout le monde. Qu'il y a une capacité de résister et de préférer la liberté encore plus grande, encore plus irrésistible. Et finalement, à un moment donné, on décide, est-ce qu'on est pour le petit confort tourné en dérision par les gens comme Nietzsche, lamentable, petit confort lamentable mais protégé, etc. Ou bien on sait qu'on ne peut pas être joyeux, on ne peut pas être heureux si on n'est pas libre. Que la liberté, c'est vraiment une condition sine qua non pour vivre sa propre vie, pour pouvoir s'interroger et se répondre qui suis-je, pourquoi ma vie, la vie des autres et en particulier de l'Europe. Et je crois que vous avez évoqué le mot pravda qui figure dans ce vocabulaire. Quelqu'un qui dirige ce vocabulaire, aujourd'hui Barbara Cassan est membre de l'Académie française, elle est immortelle, elle a son épée. Et comme c'est quelqu'un de très intelligent et très audacieux, il a mis sur son épée plus d'une langue. Plus d'une langue, c'est précisément l'expérience qui est la vôtre, n'est-ce pas? Vous sentez que cette pluralité des langues qui vous habitent, ok, le français, très belle langue, nous sommes en train d'échanger en français, mais puis il y a d'autres langues qui sont aussi important pour vous, eh bien, elle a mis sur son épée. Donc, il y a des moments qu'on décide qu'est-ce qu'on met sur son épée. Et donc, elle était très étonnée. Elle enseignait le grec au Jacques Lacan, à d'autres gens, et les hellénistes, mais elle ne connaît pas du tout des langues slaves. Et donc, je suis venu à la rue Mouffetard, à Paris, en disant que Barbara, tu sais, chez nous, c'est le même mot qui veut dire vérité et justice. Je dis, mais comment? En français, vérité, c'est une chose, justice, c'est une autre. Comment vous avez un seul mot pour dire ça avec votre pravda? J'ai dit, écoute, c'est comme ça. À Kiev, le premier code de loi s'appelle Pravda. Et ensuite, tout au long de l'histoire, pendant 1000 ans, au moment le plus important, les questions juridiques
politique, civique, la cité, était gérée à partir de ce mot Pravda, qui au XXe siècle était beaucoup plus connu parce que Lénine, Trotsky et compagnie ont fondé le journal Pravda, qui finalement n'est plus du tout votre tasse de thé. Vous rencontrez rarement dans les réseaux sociaux un truc qui s'appelle Pravda, mais en revanche, dans le vocabulaire des philosophies, c'est présent. Pour conclure avec ça, je dois dire que le contraire est très important, Nepravda. Nepravda, au départ, c'est le crime, donc c'est très, très dur, c'est vraiment l'action criminelle. Ce n'est pas seulement le mensonge, de dire un mensonge à la légère, mais c'est vraiment destruction de l'ordre du droit. Et ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est précisément un grand ouragan de Nepravda associé avec ce qu'on appelle fake news ou post-truth. Encore une fois, en anglais, vous avez truth and justice, vous avez truth and righteousness. Mais encore une fois, pour le monde slave, d'ailleurs pas seulement ukrainien ou russe ou polonais ou tchèque, mais dans toutes les langues slaves, le mot pravda est absolument central, essentiel. Et pour cause, et si ça vous intéresse, nous pouvons revenir là-dessus au moment de vos questions, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des mots qui nous réveillent. Un autre mot, je terminais peut-être là-dessus, un autre mot, pourquoi en anglais vous avez deux mots pour dire liberté? Liberty and freedom. Pourquoi deux mots? Liberté est si belle, ça suffit. Eh bien, d'ailleurs, dans les langues slaves, il y a aussi deux mots, vola et svoboda. Donc, pourquoi freedom and liberty? Eh bien, c'est très intéressant. Freedom, c'est très lié avec friends. Donc, freedom, c'est horizontal, c'est la liberté que nous pouvons acquérir avec les friends, close friends, true friends. Donc, les vrais amis, c'est ça qui nous donne la liberté, le sentiment profond d'être libre. Et toute autre histoire du mot liberté. Liberté, ça vient du latin, ce sont les enfants des parents qui ne sont pas esclaves. Donc c'est vertical, c'est généalogique. Si vous êtes né dans une famille des esclaves, vous n'êtes pas libre. Si vous êtes né dans une famille des gens libres, vous êtes libre. Donc c'est passionnant, c'est très intéressant. Et je pense que, j'espère que, en fait, vraie question, est-ce que cette troisième Europe va être associée avec liberté, avec freedom? Peut-être vous avez vu le film The Braveheart. Et à la fin, il y a ce geste fondamental, le héros principal crie « Freedom !» Donc, on comprend qu'il donne toute sa vie pour dire très sincèrement, avec tout son corps, avec body language, dire « freedom ». Chacun, à sa manière, peut dire ça, peut-être. Vous avez lu, à ma connaissance, un petit peu cette petite lettre de Kiev, n'est-ce pas? Quelques extraits. J'imagine que vous avez des questions. Il y a des choses obscures dans les sous-sols de Kiev. Il y a des choses qui ne sont pas du tout évidentes. Alors, est-ce que voulez-vous poser des questions? Est-ce qu'il y a des gestes ou des moments qui vous ont intrigué? En tout cas, l'annonce de cette lettre était, parmi d'autres choses, que l'idée de l'Europe, l'idée que l'Europe va vivre sans guerre est vécue. C'est-à-dire, il faut être beaucoup plus courageux.
la première Europe était construite sur l'idée que voilà, la paix domine, les Allemands avec les Français, c'est la paix, les autres sont en paix, tout va bien. Oui, il y a la parapluie américaine, on accepte, on ne parle pas beaucoup, on déteste, mais voilà, tout est en paix. Nous sommes entrés dans une période, et je crois que c'est une affaire pour, soyons optimistes, pour quelques décennies, qu'on a à l'avenir encore assez longue, mais c'est une affaire où la question de la guerre va jouer un rôle énorme. Et donc il faut très concrètement apprendre de quoi on parle, parce que ce n'est pas de l'autre bout de l'aquarium, c'est là. Donc je pense qu'il y a peut-être des éléments, des moments qui vous ont paru étranges dans cette petite lettre de Kiev que j'ai adressée d'ailleurs à mes amis à Paris, que j'ai fréquenté au moment de mon enseignement. Nous avons vécu avec notre enfant et ma femme 3 ans au quartier latin. Et donc je tenais beaucoup au fait que pas seulement les journalistes m'appelaient tout le temps à Kiev, mais aussi des amis très proches. Et en particulier, il fallait raconter à eux comment ça se passe chez nous, autour de nous. Et puis, il y a des épisodes que j'ai racontés que, voilà, un petit villageois verse du sucre dans le réservoir de l'essence d'un blindé pour arrêter un tank, etc. Donc, il y a pas mal des épisodes très concrets. Comment quelqu'un qui n'a pas du tout Kalachnikov, qui n'a pas même des cocktails Molotov, qui n'a rien, qui a juste un petit de sucre, il ne le jette pas au café, mais dans le tank. Je me demande comment, à partir de cet exemple concret et de sentiments que nous pouvons malgré tout faire quelque chose, que vraiment j'ai affirmé ça et ça a devenu titre de certain nombre de mes articles, que chacun de nous peut devenir Churchill. Qu'une femme au métro, qu'un garçon peut faire quelque chose pour ne pas être totalement dépendant du ciel qui tombe sur la tête. Donc ça m'intéresse comment vous voyez cette challenge de cette capacité. Est-ce que ça peut devenir, cette idée du courage peut être concret pour vous, ou ça reste totalement hors de l'horizon? Et comme ça, on rejoint cette question. En fait, dans quelle Europe pensez-vous vivre? Ça m'intéresse vraiment. Tout ce que j'ai essayé de vous dire, c'était pour articuler ma question adressée à vous. Ça m'intéresse vraiment comment vous imaginez dans quel monde vous êtes entrés, vous, pas seulement les autres, les adultes, les princes, qui nous gouvernent, les hommes politiques, les autres, quoi. Moi, où suis-je? Où je me dirige? Où je vais? Comment vous voyez ça? Et puis, voilà. Si quelqu'un voudrait répondre, donner ses aperçus, vous êtes bienvenus. Si vous voulez, en revanche, poser vos questions, cette possibilité est ouverte, je vous en prie. On peut peut-être rester un peu sur cet exemple, je ne sais pas si tous l'ont bien en mémoire. C'est un char russe qui rentre et les soldats ont faim. Et donc les Ukrainiens donnent à manger aux soldats russes et pendant ce temps, on met du sucre dans le réservoir et le char est immobilisé. Moi, c'est un exemple qui m'a beaucoup frappé parce que je me demande, voilà, quand on résiste, est-ce qu'on ne devient pas aussi inhumain? Quelle est la part de haine qui peut s'emparer de moi? Et cet exemple, pour moi, est très marquant parce qu'à la fois, c'est très malin, et à la fois, c'est d'une violence... voilà, je ne suis pas obligé de tuer le char russe, je fais ce que je peux, je résiste à ma manière. Et moi, la question que je me suis posée, c'est comment, voilà, dans la résistance, on ne se laisse pas embarquer aussi nécessairement par la haine, l'inhumanité, et devenir, au fond, comme celui que j'ai en face. Bonne question. Encore une fois, j'étais toujours civil comme vous. Vu mon âge, je n'ai pas pris les armes. Mais pas mal de mes collègues à l'université, Mohila ou mes étudiants, sont au front. Mais je pense que qu'on est civil ou pas, on peut malgré tout
tout faire. Je pense qu'on est capable d'être libre du fanatisme, des passions qui commencent à dominer, qui tournent la tête, etc. Je vous donne juste un exemple que j'aime beaucoup. Vous avez vu cette image à droite, n'est-ce pas? Qui a pris cette photo? C'est un photographe, bon photographe. Donc, photographe d'ailleurs étudiant, jeune étudiant. Il s'appelle Dmytro Kozatsky. Il était à Mariupol au moment du 24 février et après. Et dans le sous-sol d'immense usine, c'est vraiment un truc de George Orwell, il a pris des photos. Et si vous avez vu les images des gens, enfin, il y a une galerie des photos qui me fait penser à Georges de la Tour, vraiment des images exceptionnelles. Et puis, à un moment donné, il a fait ce photo, d'ailleurs, qui a gagné le prix international. Et là, au mois de novembre, il va aller recevoir ce prix. D'ailleurs, il a passé 82 jours et nuits à Mariupol en faisant le photo. Encore une fois, il est photographe. Il pratiquait son métier. À mon avis, c'est très important de pratiquer son métier, d'être vraiment les meilleurs des choses, que faire son mieux. Il a fait son mieux. Et je crois, cette image, par exemple, pour moi, est très parlant. Très parlant. N'est-ce pas, le trou fait par une bombe? Donc, il y a une lumière qui arrive. Et quel geste fait l'homme pour dire bonjour à cette lumière? Je crois que c'est un geste absolument fantastique qu'il fait spontanément, sans y penser. Encore une fois, c'est body language, c'est vraiment une parole qui vient du corps, corporel. Donc c'est très beau. Et en même temps, ça fait penser à un poème écrit par un très grand poète, Vassil Stous, à Kalema. Il dit que malgré les murs, les camps, etc., il y a une capacité de retrouver ses ailes, c'est-à-dire de mesurer, de pratiquer ce geste d'oiseau. Mais ce qui est très important, qu'après cette expérience, il a passé tout l'été, vous étiez en vacances, il était en prisonnier, il était libéré, très amaigri, le 21 septembre, il y a quelques semaines. Donc c'est vraiment les premières semaines de liberté pour Dmytro, d'être en liberté. C'est lui-même, c'est autoportrait. Ça c'est intéressant, je ne savais pas. Mais grâce à lui, j'ai appris ça. Et donc j'ai choisi ce photo pour mon livre. Donc je viens de conclure la conclusion du livre. Donc, et cette image, à mon avis, exprime quelque chose qui dépasse toutes mes capacités linguistiques. Pour exprimer, je dirais, quelque chose qui nous habite beaucoup plus que la haine ou d'autres choses, c'est la gratitude. J'ai une immense gratitude à l'égard de cet homme. C'est-à-dire, je comprends très simplement que je peux parler aujourd'hui devant vous, vous voir, parce que il est là. Parce qu'il y a des gens qui tiennent le front, qui défendent notre liberté très concrètement, qui donnent leur vie pour que nous pouvons librement parler avec vous et échanger vraiment par rapport aux questions qui nous habitent. Je vais développer ça beaucoup plus ce soir. Si quelqu'un parmi vous pourra venir à 19h, donc je vais en parler beaucoup plus parce que ce sera tout autre chose. Je ne veux pas parler du sujet que je vais vous proposer, considérer ensemble, mais je vais parler de cela. Et c'est vraiment le sujet avec qui je suis en train de vivre, et donc ça va être le sujet principal au moment de présentation de ce livre en novembre à Paris. Donc je me prépare aussi à répondre aux lecteurs de ce livre. Merci beaucoup pour votre générosité et votre réflexion. Merci, Constantin.